Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Le nouveau centre écotouristique Aubois-Charlevoix est inauguré à Saint-Siméon. La population charlevoisienne se vide le cœur face au groupe Le Massif. Quel est l'avenir de nos médias communautaires selon Sylvain Desmeules? Le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, se prononce sur différents dossiers. Un aperçu de la vague artistique en dehors de Baie-Saint-Paul à l'atelier-galerie Locatelli. Et le cabaret festif lance sa 13e édition cette semaine. Bonne émission! Le camp Arthur Savard de Saint-Siméon se transforme en nouveau centre écotouristique où le ski hors-piste est à l'honneur. Notre équipe était présente lors de son inauguration. Le 18 janvier dernier se déroulait l'inauguration officielle de Aubois-Charlevoix, qui marque la renaissance du camp Arthur Savard construit il y a une vingtaine d'années à Saint-Siméon. Près de 2 millions de dollars ont été investis au cours de la dernière année pour transformer les bâtiments existants en des unités d'hébergement de qualité offrant une expérience unique. « 15 autres millions de dollars pourraient être investis au cours des prochaines années, selon le président de Aubois-Charlevoix, Luc Bélanger, car le site a un fort potentiel de développement. On est pratiquement tous des gens qui sont d'affaires, on a beaucoup d'ambition. On a l'ambition d'investir entre 10 et 15 millions dans les 5 prochaines années, dépendamment de comment les choses vont tourner, mais c'est notre vision du projet. Il peut se développer à une échelle où je pense qu'on ne peut pas encore réaliser à quoi ça peut ressembler. Le maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay, se réjouit que le projet du camp Arthur Savard, tel qu'imaginé il y a 20 ans, retrouve enfin sa vocation d'origine. C'est sûr que le projet, d'abord du camp Arthur Savard, d'Éco-Village à l'époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'y ai participé. C'était à mon arrivée dans Charlevoix à temps plein. Donc, je connais bien le projet du camp Arthur Savard, puis l'essence même qu'était le projet au début. Après ça, c'est devenu des fois des relais de motoneige, puis des casse-croûtes. Mais quand les gens sont venus me rencontrer pour faire l'acquisition, entre autres, des camps, je pense que j'ai été assez convaincant pour leur montrer le potentiel non seulement du camp, mais de l'ensemble du territoire de Saint-Siméon, pour faire ce qu'on avait pensé à l'origine, il y a plus de 20 ans, alors qu'on parlait déjà de forêts habitées, de développement durable, de tourisme durable. Je leur ai proposé ce magnifique projet d'avenir. Puis les gens ont embarqué parce que c'est des gens qui sont des amis, qui se connaissent dans le cadre aussi, sont des amateurs de ski, puis ont vu le potentiel. Le site a un fort potentiel pour le ski hors-piste avec des dénivelés pour skieurs aguerris et experts. Lorsque nous sommes allés, il y a maintenant 2 ans, on est allé voir sur le terrain, il y avait éminemment le territoire pour faire du ski hors-piste. Et cet été, on a ouvert ce qu'on appelle communément des forêts ouvertes, ce qui permet d'avoir un dénivelé quand même assez long, 200 mètres, 250 mètres de dénivelé, avec ce qu'on appelle communément un pitch intéressant là, pour ceux qui adorent faire du ski hors-piste, haute route et montée de pot de fond. C'est clair que le ski hors-piste est un produit en effervescence depuis plusieurs années. C'est un produit d'appel, puis c'est un produit qui est très attractif pour ceux et celles qui veulent vivre une expérience de ski cardio,
tout en faisant des descentes qui sont, je dirais, intermédiaires et extrêmes. Pour le maire de Saint-Siméon, il ne fait pas de doute que ce nouveau produit touristique aura un effet bénéfique sur sa municipalité. Que l'avenir de Saint-Siméon va connaître certainement un des meilleurs ressorts. Pourquoi? Parce que tout son développement est basé sur les forces du territoire de la municipalité et aussi de Charlevoix. Et quand on a une base solide comme ça, qui est développée sur cette nature-là, avec justement les efforts de qualité que vous avez faits et que vous allez développer, nous sommes sûrs, nous et vous, d'arriver à un stade non seulement d'un produit reconnu au Québec et au Canada, mais éventuellement à l'international. L'annonce d'un nouveau projet immobilier de 400 millions de dollars au massif de Charlevoix semble être la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs citoyens et acteurs importants de la région. J'en discute avec Simon Fortin et Benjamin Vian, co-signataires de la lettre ouverte publiée cette semaine. Bonjour, messieurs. Bonjour. Simon Fortin, vous êtes enseignant en éducation physique ici dans Charlevoix, bénévole impliqué auprès de votre communauté également. Benjamin, vous êtes résident de Petite-Rivière-Saint-François depuis 2007, ancien employé du groupe Le Massif aussi, et nouveau signataire qui s'ajoute aux 20 autres co-signataires de cette lettre qui est parue lundi dernier, le 22 janvier, dans Le Soleil, relativement aux engagements du groupe Le Massif. Alors, pour se situer là, rapidement, Simon, c'est quoi la prémisse de cette lettre, l'élément déclencheur là, qui vous a poussé à mettre en branle là, cette action-là? L'élément déclencheur, c'est beaucoup une annonce en décembre de continuer l'agrandissement, 400 millions sur 7 ans, continuer tout ce que... Donc, un nouveau projet là, qui est annoncé. Projets, avec la réalité que nous, on sent vraiment qu'il y a un éloignement des gens de Charlevoix pour l'accessibilité un peu plus facile ou les prix avantageux, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment sur quelques années. Moi, c'est pas la première fois que je me prononce sur ça coûte cher, ça serait le fun d'y aller. Mais il y a comme une évolution. Il y a une évolution, de la situation. Ça n'a pas comme... C'est un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase était déjà bien rempli. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Puis en parlant à quelques personnes, autant des nouveaux qui se sont manifestés que des anciens signataires que eux, ça fait 15 puis 20 ans, comme François Lessard, et tout ça, qui se sent même lui-même un peu citoyens épuisé. engagés. Donc, il était content de voir qu'il y avait une nouvelle initiative, une nouvelle initiative pour répéter, dans le fond, un peu ce qui martèle depuis longtemps, mais que là, je trouve que c'était le bon moment pour augmenter le nombre de personnes. Oui. Parce que je sens que les gens, tout seuls... Vous avez sondé différentes personnes pour savoir si le sentiment était partagé. C'est ça, puis c'est pas long que du monde m'écrive encore aujourd'hui pour où on signe. Ben, on l'a envoyé avec 20 signatures pour s'assurer que ça représentait déjà une bonne masse, avec des personnes de tout horizon, de toutes les municipalités, presque. Donc, c'est vraiment ça là, qui nous a poussé à faire. Dans la lettre qui est parue, vous citez un communiqué qui a été émis en 2005 lors de la présentation du grand projet du groupe Le Massif, un projet qui avait été appuyé principalement par la population, vous-même, Benjamin. On dit que le projet est basé sur des valeurs de protection de l'environnement et de développement durable et aucunement basé sur l'immobilier. En quoi, selon vous, là, cet engagement-là, il n'a pas été respecté? Bien, on peut y aller, Benjamin, parce que tu l'as vu grandir d'une certaine façon. C'est sûr que moi, j'ai vu grandir la montagne. À l'époque, c'était
moi, quand j'ai commencé à travailler pour Groupe Le Massif, c'était vraiment un beau projet. C'était une montagne, il y avait un train, il y avait une petite ferme à Baie-Saint-Paul. Et cet écosystème, je trouve, fonctionnait très bien. Et je ne voyais pas vraiment l'utilité de faire grossir la montagne. En tout cas, mettre de l'immobilier, par exemple, au sommet de la montagne. Qu'on en mette en bas, à la base d'une montagne, oui, je comprends. Si c'est bien fait, évidemment. Mais d'en mettre un petit peu partout dans la montagne, je trouve que cette montagne-là, n'étant pas une très grosse montagne, n'avait peut-être pas forcément besoin d'avoir autant de choses dessus pour la faire vivre correctement. Oui. L'immobilier, est-ce qu'à votre avis, c'est surtout ça qui a pris trop de place peut-être dans le projet? C'est une des composantes. Oui. C'est une des composantes. Il y en a d'autres, mais c'est une des composantes, oui. C'est aussi l'accessibilité à ce immobilier-là. Aussi. Oui. Oui, là, il y a beaucoup de questions des tarifs. Des tarifs, je veux dire, c'est pas pour une classe moyenne, c'est même pas en bas de la classe moyenne, c'est vraiment inaccessible. Donc, c'est vraiment aller chercher une autre clientèle en dehors du Québec. On parle souvent de co-investisseurs aussi quand vient le temps de vendre ces unités immobilières-là aussi. À titre comparatif, justement, au niveau des prix, la tarification qu'on a vu changer, on a créé un petit tableau là, pour situer le massif par rapport aux autres montagnes au Québec, d'à peu près même dénivelées ou les plus populaires, du moins. On voit que le massif est maintenant à 143 $ là, pour un billet journalier. Pour vous, est-ce que c'est un tarif accessible pour la classe moyenne charlevoisienne? Absolument pas. Absolument. Je pense que tu avais un exemple tout à l'heure, même en Europe. Même en Europe, on regarde pour avoir accès au plus grand domaine skiable au monde, on va payer 70 € ce qui correspond par jour, ce qui correspond à peu près 105-110 $ par jour pour nous en dollars canadiens. Et c'est vrai que le domaine est gigantesque. Vous ne ferez jamais le tour en une journée, même en une saison, c'est quasiment impossible. Là où le massif, lui, est une très belle montagne au Québec. Oui, avec ses atouts aussi. C'est ça, elle a ses atouts. La montagne est magnifique, la neige en général est très bonne, les conditions sont géniales. Mais est-ce que ça justifie de dépenser autant d'argent pour aller passer une journée là-bas, sachant que c'est juste le billet de ski? Après, il faut s'équiper. Si vous ne l'êtes pas, il faut louer, il faut manger, idéalement sur place puisqu'on vient de passer la journée. Donc c'est une journée qui revient à des prix complètement aberrants. Complètement. Il y a des personnes politiques, plusieurs maires et mairesses qui se sont prononcées justement sur cette accessibilité-là. On demande justement peut-être une tarification pour les gens de Charlevoix. Du côté du massif, on n'a pas de réponse face à ces demandes-là. Par contre, quand on va sur leur site, on voit tout de même une politique de développement durable qui est là, où on parle là, de programmes scolaires, on parle de gratuité pour des gens de Petite-Rivière-Saint-François. Est-ce que vous jugez que c'est trop peu? Bien, moi, je pense qu'il faudrait que ça soit mis de l'avant. Quand tu fais une publicité ou quand tu donnes des montants à un organisme, tu es content de le dire, tu es content de le mettre de l'avant. Tu sais, c'est quand même une entreprise privée, donc tu veux en faire de la publicité. Ça, on le voit pas. Donc, tu sais, j'ai même de la misère à savoir s'il y a une certaine gratuité. Il m'a l'air de dire que oui, moi je n'ai pas entendu parler. On émet des doutes un peu sur jamais la question. Moi je vis un peu de rivière, j'ai jamais entendu. J'ai entendu il y a quelques années effectivement que le Massif voulait offrir, je pense, une journée justement gratuite dans la saison, mais elle n'est pas communiquée. C'est ça, elle n'est pas communiquée, et puis c'est juste une offre d'une journée. C'est pas plusieurs, par exemple dimanche, où là il y a un petit peu moins de monde à la montagne, ou un tarif qui soit accordé justement aux personnes de la région pour que tout le monde puisse en profiter. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent partout dans la région, c'est que les gens ne sont pas capables de se payer une journée de ski à ce montant-là. Et donc, on aimerait juste pouvoir offrir la possibilité à tous ces gens-là de juste profiter de la montagne comme ils le faisaient il y a quelques années. Je pense que c'est un effort collectif. C'est un appel aux citoyens. C'est un rassemblement de citoyens pour demander. On ne fait pas la charité. Je veux dire, je trouve que ce serait juste important, 100 personnes de plus. La montagne, elle ne serait pas détruite pour 100 personnes de plus. Mais sortez 100 billets, faites-en promotion, les 100 premiers. En bénéficier, je ne sais pas combien de jours par hiver. Tu sais, moi, j'aimerais ça entendre vraiment, là, tu sais, pas un silence comme on a là présentement, mais dire,
Il faut dire qu'on a invité le massif à répondre et ils ont refusé d'offrir une entrevue en réponse à cette lettre-là. Ce qui est dommage, excuse-moi de te couper, ce qui est vraiment dommage, parce que au final, les gens ne sont pas contre le massif. Personne n'est contre le massif. C'est une belle entreprise, ça fait vivre beaucoup de gens, ça donne des opportunités. Le seul problème, c'est que cette appartenance que toute la région a pour le massif est en train de s'effriter parce que, justement, il n'y a pas de discussion possible. Ils nous disent qu'ils font quelque chose, nous, on ne le voit pas dans les faits. On n'a pas plus d'avantages à aller skier au massif. Maintenant, les gens comme nous, de Petite-Rivière, qui veulent aller faire du ski, quand on voit le tarif au massif et quand on voit le tarif qui se pratique au Mont-Grand-Fond, ben forcément, les gens se déplacent vers le Mont-Grand-Fond parce qu'on a beaucoup plus de possibilités pour aller skier là-bas. Oui. C'est moins cher, c'est plus accessible, alors que la montagne, le massif, est juste à nos pieds. Donc c'est une aberration totale. Et, oui, excuse-moi. Pardon, juste, oui. Et je repensais justement à l'accessibilité pour les enfants. Oui. Les enfants, c'est pareil. Nos enfants ont besoin de faire du sport. On a la chance de vivre dans un endroit où on a de la neige. Forcément, le ski, c'est quelque chose que tout le monde apprécie beaucoup. Et nous qui sommes dans le ski depuis très longtemps, on a envie que nos enfants en profitent, on a envie que les enfants de nos amis en profitent, etc. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Les programmes ont l'air d'être tous bloqués ou gelés, ou trop chers. Oui. On parle des programmes qu'on a déjà vus auparavant, comme ski et manège, Iniski, c'est ça, qu'on faisait avec les tout-petits. Donc ça a disparu. Ça a disparu. Et puis pour les enfants aussi, moi j'ai une petite fille handicapée. Et il y avait un programme il y a quelques années qui lui a permis de pouvoir faire quelques descentes juste avant le Covid. Et ce programme devait être conduit. Il ne l'a pas été. On est toujours en attente d'eux. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est justement de leur en faire profiter. Et d'en faire profiter pour moi, ma fille. Et on ne peut pas. On n'a plus accès à ces programmes-là. Et quand on en parle avec la direction de l'école de nos enfants, ils nous disent la même chose. Ils nous disent, on est bloqué, on ne peut rien faire. On aimerait avoir la possibilité d'en faire profiter tout le monde, mais ça a l'air de bloquer. Dans votre lettre, il est aussi question des fonds publics qui ont été investis dans le massif pour les différents projets. Ce serait quoi vos revendications en lien avec justement la responsabilité du gouvernement là-dedans? Bien, moi, je donne toujours un peu le même exemple. Moi, je fais, admettons, un programme de nager pour survivre. Je reçois une petite subvention de 1 000 $. Bien, je dois prendre des photos, je dois remplir les statistiques pour recevoir. J'ai des comptes à rendre et tout ça. Et c'est certain que... Parfois très pointu aussi, il faut le dire. C'est très pointu. Donc, quand on reçoit des subventions, admettons, on coche la case produits locaux, on coche la case développement durable, avantage à la population. C'est sûr qu'il y a des documents qui demandent, on vous a donné 2 millions, 3 millions. T'sais, on parle de quand même presque 100 millions sur 20 ans. Il y a sûrement des cases qui n'ont pas été remplies. Puis ça serait important que cette conversation-là, elle soit honnête, puis dire, bon, ben là, c'est vrai qu'il faut redonner, parce qu'on n'a pas ce retour-là. Donc, plus de transparence, là, finalement, dans ces démarches-là. Oui, puis ce retour-là, on ne le sent pas. Au contraire, on s'en éloigne présentement. Donc, ça serait vraiment de faire un nouveau rapprochement, être capable de se parler. Puis on pourrait arriver à... Tu sais, on comprend très bien que ça coûte cher, le ski alpin. Personne ne va dire que c'est... Il y a un lien à rebâtir là, avec la communauté. Ça, je pense que ce serait vraiment très intéressant. Pour terminer, justement, là, la suite que vous espérez, est-ce que vous avez vous-même en tête d'autres actions à faire ou vous laissez un peu la graine semée, là, faire son chemin, puis... disons que je suis agréablement surpris. Si on avait écrit quelque chose et personne n'en avait fait de cas, on se serait dit, bon. On a manqué, là, si on est fâché pour rien. Mais là, que les maires se prononcent, que les gens s'ajoutent, que les gens nous écrivent, ça va sortir dans le Journal de Québec demain. Ça confirme qu'on n'a pas tout à fait tort. Je l'ai dit, c'est plein de bon sens ce qu'on demande. Donc, c'est pas vrai que... Tu sais, je pense pas qu'il faut laisser éteindre tout ça tranquillement. Je pense qu'il faut vraiment, tu sais, écouter le cri du cœur d'une population qui a très à cœur, qui a déjà bien profité de la montagne. Moi, je ne le fais pas pour moi personnellement parce que je ne fais pas de ski alpin.
je vis à la Malbaie, je le fais pas pour des enfants, j'en ai pas, je fais les enfants des autres. Donc, tu sais, je veux dire, on n'est pas là à chialer pour notre petite poche. On est là pour se dire que dans 20 ans, ben, la petite action qu'on a faite, ben, on est reparti dans la direction qu'on espérait. Oui, il faut pouvoir redonner l'accessibilité de cette montagne à toute la région. Qui en fait sa fierté, qui en a fait sa fierté en tout exactement. cas. La région, comme je le disais tout à l'heure, le massif fait travailler beaucoup de gens, donc c'est génial. Mais il faut que cette appartenance que cette région a pour cette montagne, que ce lien soit toujours là et surtout qu'il revienne. Parce que de ce qu'on voit en discutant tous un peu chacun chez soi, et on voit bien que tout le monde pense en fait la même chose. Tout le monde se demande pourquoi nos enfants ne peuvent plus y aller, pourquoi même nous, on ne peut plus y aller. Parce que ben, c'est ça, tout coûte extrêmement cher et on n'est pas capable de se payer 2, 3, 4 journées de ski dans l'hiver. Donc on ne demande pas, comme tu disais tout à l'heure, la gratuité, c'est pas du tout ça qu'on demande. On demande juste qu'il y ait un effort qui soit fait de la part du massif pour être effectivement plus transparent, qu'on ait des tarifs qui soient beaucoup plus abordables à minima pour les personnes de la région, sous preuve d'une pièce d'identité, ou juste pour qu'on se sente écouté, et puis qu'on puisse surtout avoir le plaisir de retourner sur cette montagne, et puis de pouvoir en reparler positivement aussi autour de nous, et que ça soit toujours un acteur qui soit central de la région, mais ancré. Voilà, c'est ça, ancré, mais que tout le monde soit du même avis, que tout l'avis soit positif, au lieu de voir que eux sont dans un système qui va complètement à l'encontre de ce que pense de la région. Exactement, de ce que pense le reste de la région. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. La crise des médias est loin d'épargner les médias communautaires qui sont tous à la recherche de solutions innovantes. Martin Ouellette a rencontré Sylvain Desmeules, éditeur et directeur des ventes pour le Charlevoisien, à ce sujet. Sylvain Desmeules, bonjour. Bonjour. Sylvain Desmeules, vous êtes éditeur du Charlevoisien, vous publiez sur différentes plateformes. Vous avez bien sûr la plateforme papier, le journal, vous avez un site Internet également, vous avez des infolettres qui publient vos informations au fur et à mesure, et là, vous lancez une application mobile. Qu'est-ce que ça ajoute aux produits que vous offrez? En fait, c'est un moyen supplémentaire pour accéder à l'information. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être capable de propulser nos contenus d'information sur une édition papier, sur un site Internet et aussi sur une application mobile. Les applications mobiles sont essentielles maintenant dans la diffusion de l'information. Pourquoi? Parce que ce sont des applications mobiles, donc c'est fait pour un cellulaire. La consommation, l'utilisation est pensée, réfléchie pour un appareil mobile. Donc, les gens ont à portée de main accès à de l'information. Et c'est une application mobile qu'on a voulu assez moderne, qui fait en sorte que, par exemple, l'utilisateur va recevoir des notifications sur les nouvelles importantes, par exemple. Puis il va être capable aussi de paramétrer son application mobile champs d'intérêt en fonction de ses préférences, par exemple. On a intégré aussi une notion de journalisme citoyen à l'intérieur de l'application mobile. Alors, quelqu'un qui voudrait nous soumettre un texte, qui voit une nouvelle, une idée, donc est capable, c'est toujours en haut de l'écran. Donc, participez, soyez un journaliste, soyez nos yeux. Comment on fait pour monétiser cela? En quoi ça va vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires? C'est le grand défi pour les médias, c'est-à-dire tous ceux qui font une transition numérique, c'est de monétiser les contenus qu'on dépose sur le numérique. Actuellement, il y a évidemment l'espace publicitaire qui... nous, ce qu'on vend, là, notre produit, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Notre produit, ce sont les utilisateurs, ce sont les lecteurs. C'est du coût par mille. C'est du coût par mille. Ce sont les paires d'yeux qui passent sur nos applications, sur notre site Internet. Donc, ce que ça va faire, ça va ajouter des impressions. Donc, on va détenir plus d'impressions et par le fait même, plus d'impressions monétisables. Parce que c'est évident que les gens vont être aussi exposés à des contenus publicitaires à l'intérieur de ces supports numériques-là. Est-ce que c'est en réponse également à ce qui s'est passé en mai dernier lorsque Meta a bloqué les sites d'information qui utilisaient notamment les services de Facebook? Est-ce que c'est en réaction à ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait un an qu'on travaille l'application mobile. Je vous dirais qu'on était content d'y travailler pour pouvoir accélérer sa sortie. C'est plus ardu sortir une application mobile qu'un site Internet, dans les faits. Surtout que c'est une application mobile. Encore là, je veux dire, on pourrait y aller avec la simplicité même, c'est-à-dire
ne serait-ce qu'un miroir du site Internet. Ouais. Mais c'est pas ça. Ce que vous aviez à peu près déjà là, sur le mobile. C'est ce qu'on a déjà. Mais là, on change complètement la façon de voir les choses. C'est un investissement important. C'est un investissement. Une application mobile, comme le nôtre, coûte autour de 150 000 à produire. Donc, il faut savoir qu'elle est destinée pas juste aux Charlevoisiens, elle est destinée à l'ensemble des médias qui sont dans une même famille qui s'appelle les Éditions Nordiques. Oui, quatre journaux. Quatre publications, quatre médias. Oui. Alors, donc, on le fait pour les 4 médias. C'est eux qui ont investi dans ce projet-là, puis qu'on est bien content de voir aboutir. Donc, vous vouliez vous mettre à jour dans vos moyens avec cette application mobile-là. Mais j'aimerais quand même savoir, quand c'est arrivé en mai dernier que Meta a décidé de bloquer les contenus qui provenaient des médias d'information, vous aviez une démarche Facebook qui était aussi assez forte de ce côté-là. Facebook très forte, effectivement. Qu'est-ce que ça a eu comme réaction, comme impact? Ça a permis de sévrer cette dépendance-là aux réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Sévrer une dépendance aux réseaux sociaux? On s'est aperçu que toutes mettre nos œufs dans le même panier, toutes mettre nos billes dans le même panier. Qui ne vous appartient pas. Qui ne nous appartient pas. C'était peut-être pas bon, c'était peut-être pas la bonne stratégie. À preuve, du jour au lendemain, on se retrouvait sans ce mode de diffusion-là. Alors, ça nous obligeait à repenser, à mettre en place une campagne d'éducation populaire pour leur dire, non pas contre Facebook, mais plutôt où trouver de l'information, pour être capable qu'ils accèdent à l'information, si bien qu'avec les derniers chiffres, avant les fêtes en décembre, on a retrouvé à quelques pourcentages près l'ensemble de nos lecteurs sur nos supports numériques. Sylvain Desmeules, il y a beaucoup de bouleversements dans le monde de l'information, l'information locale. Quel est le portrait général de l'information au nord du Québec? Parce que vous partez, vous, de Petite-Rivière-Saint-François et vous rendez jusqu'à Blanc-Sablon avec vos publications. On m'a gagné en passant par les d'Anticosti, effectivement. C'est quoi l'avenir de l'information? Est-ce que vous êtes capable de maintenir cette tradition d'information dans les différents marchés? C'est tout un défi. L'information n'a jamais été autant consommée. Quand tu additionnes les lecteurs que tu retrouves sur les applications mobiles et sur les sites Internet. Quand tu ajoutes le lectorat qu'on a mesuré d'ailleurs dans le papier, on sait que 85 des gens ouvrent au moins le journal une fois par semaine, et c'est un hebdomadaire, donc ça mesure la popularité. 85 des gens qui l'ont par le biais du Publisac, c'est bien ça? C'est ça, on parle le papier. Donc, tous ces gens... Donc, le produit n'a jamais été aussi consommé. Le problème, c'est le modèle d'affaires qui est plus difficile à maintenir. C'est un modèle d'affaires qui date des années 70. Qui est un modèle papier. C'est un modèle papier, qui à l'époque, Internet n'existait pas. Non, c'est tout à fait. Donc, c'est un modèle papier. Et tous les médias écrits, c'était des modèles d'affaires papier. Et là, on voit qu'ils abandonnent le modèle papier. Voilà. Tout récemment, les coops d'information ont cessé. Alors là, quand on arrive dans les présentoirs, il reste Photopolis, Journal de Québec et le Charlevoisien. Tout à fait, tout à fait. On évolue comment? Bien, il faut être capable d'évoluer parce que l'important à concevoir là-dedans, c'est que l'information, c'est la même. Et le papier n'est qu'un support pour amener l'information aux gens, au même titre que la télévision en est un, au même titre que la application mobile. Qu'une application mobile, qu'un site Internet. Donc, il faut uniquement repenser puis être capable d'arriver avec un modèle d'affaires qui convienne à ton marché. Le marché, c'est quoi? C'est 30 000 personnes, nous, dans Charlevoix. Donc, il faut adapter à nos 30 000 personnes, il faut assumer notre mission d'être un média d'information régionale. Ça, c'est la base. Nous, on produit de l'information. Maintenant, je ne produirai pas une information pour la laisser dans mon placard. Je veux livrer une information qui se rende aux yeux, aux oreilles et qui aide les gens à se forger une idée sur ce qui les entoure. Mais le modèle d'affaires, les grands journaux l'ont cherché, ça ferme à répétition. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez tout soudainement trouvé, le modèle d'affaires? Parce que c'est pas évident, là. J'espère. Ça fait des années, là. Mais ça ferme partout. Moi, j'estime qu'il n'y a pas un modèle d'affaires. Il y a des modèles d'affaires adaptés au milieu dans lequel on œuvre. Donc, vous avez 30 000 personnes le long de la côte. 30 000 personnes le long de la côte. 4 publications à l'intérieur. Très éclaté. Hein? C'est au petit village. Généralement rural. On a 2 petits centres urbains. 3 avec Clermont, s'il fallait l'ajouter. Mais après ça s'arrête là. Donc, je veux dire, il faut tout tenir ça en compte. Alors, c'est dans ça qu'on travaille et c'est à ça qu'on travaille aussi. Les modèles d'affaires, ils sont différents. Ceux des coopératives, on l'a vu, qui ont le Soleil, pour ne pas le nommer, qui ont abandonné le papier, c'est un modèle coopératif sur lequel ils ont basé tout leur avenir. Est-ce qu'ils vont réussir? Je l'espère. Mais c'est différent du modèle d'affaires, par exemple, de Québécois.
qui se sert de ces journaux pour propulser l'ensemble de ces entreprises. L'ensemble, oui. Il fait partie, la fameuse convergence. Oui, il fait partie, qui est un terme accepté maintenant en entreprise. Donc, ça, c'est un autre modèle. Mais ultimement, là, vous vendez tous la même chose, de l'information. Oui, tout à fait. Vous avez tous la même chose. On ne vend pas de l'information. L'information, on la donne. Ce qu'on vend, ce sont des yeux. Ce sont des lecteurs, ce sont des audiences. C'est ce qu'on vend. On ne vend pas de l'information. OK, vous donnez l'information qui devient le support à tout ce qu'on peut vendre à côté. C'est ce qui me permet d'attirer mon client. D'attirer des gens. D'attirer mon produit. Est-ce que vous allez continuer longtemps à attirer des gens avec la version papier de votre journal? Parce que il y a à la fois la question de la production, la question de la distribution, la question de la disponibilité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose on devrait en profiter pendant qu'il y en a encore? Parce que ça achève? À terme, je pense que d'ici 5 ou 10 ans, il n'existera plus de papier, d'imprimé papier qui livre de l'information comme ça. Je pense qu'à terme. Mais chaque milieu s'adapte. Maintenant, l'enjeu qui est là actuellement, c'est celui que tu as bien nommé, c'est-à-dire la distribution. Comme les gens le savent, je le répète, à la maison, à partir du 1er mai, le 24 avril, c'est le dernier Publisac que les gens vont recevoir à la poste. Le dernier Publisac, ça implique que vous n'avez plus de distribution. Et nous, il faut repenser notre mode de distribution. Je ne suis pas ici ce matin pour vous l'annoncer. Est-ce que vous avez votre solution? On travaille là-dessus, on a une solution, il nous reste à la peaufiner, il reste à ajouter quelques éléments, mais il est encore trop tôt, il est un petit peu trop tôt. Ça va être un petit peu plus tard, au mois de février, on va l'annoncer. On veut rassurer les gens sur la manière qu'on va leur acheminer l'information dorénavant. Et votre application mobile est un des nouveaux éléments dans votre palette d'offres. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va vous suivre pour ce qui est de l'avenir, puis je vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de l'information gratuite qui vous permet d'attirer beaucoup d'œils et beaucoup d'yeux dans l'Est du Québec. Merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir. Au revoir. Où en sont les projets de logements abordables, de la Maison René Richard et des espaces bleus? J'en discute avec le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, qui prend également position face au groupe Le Massif. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de prendre une fois de plus le temps de faire le tour des dossiers avec nous aujourd'hui. On va commencer par cette vague d'opinion publique qui a pris son ampleur cette semaine. Les gens s'expriment face à l'engagement du groupe Le Massif au niveau de son développement et de son accessibilité. Vous vous êtes prononcé sur ce sujet, de même que d'autres maires et mairesses de la région. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que, politiquement, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'installer des conditions au préalable, en amont du développement du massif, pour éviter ça? Est-ce que vous aviez un pouvoir comme municipalité de demander des conditions de développement au massif? Bien, c'est clair que le groupe Le Massif, c'est quand même plusieurs décennies. Là. Si on parle du début des années 2000, le Massif a été créé bien avant cela. Il faut se rappeler qu'il y a plusieurs personnes de Charlevoix qui ont été des bâtisseurs pour faire en sorte qu'on ait ce bijou dans Charlevoix. Il y a eu des ententes. Je n'étais pas évidemment en politique au début des années 2000. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité de la part des élus, qu'est-ce qui pouvait être fait, qu'est-ce qui a été fait non plus. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, c'est pas normal que les citoyennes et les citoyens de Baie-Saint-Paul, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Urbain, des Éboulements, bref, ne sont plus capables, pour la plupart, d'aller dans cette belle montagne. Tu sais, je le comprends, c'est une entreprise qui est privée, il y a quand même des décisions d'affaires à prendre. Mais l'impact est grand sur le territoire quand même. L'impact est immense. Et oui, on n'a pas le choix d'avoir la clientèle de l'extérieur, de l'international, ça va de soi si on veut que cette montagne-là, elle soit pérenne dans le futur. C'est clair qu'on a besoin de la clientèle internationale, mais on ne peut pas tourner le dos pour autant à la région. Et bien qu'on le dit qu'il y a quand même des ententes avec le réseau scolaire, tout ça, bien, pour moi, c'est un show de com', si on peut dire ça comme ça, puisqu'on le voit en réel. Les groupes scolaires, que ce soit de l'école C-Rodolphe-Forget ou encore du centre éducatif Saint-Aubin, ils vont au Mont-Grand-Fond et ce matin, ça sortait dans d'autres médias qu'ils vont au Mont-Saint-Anne. Oui, Mont-Saint-Anne pour la journée pédagogique du 2 février. C'est ça. Et moi, plusieurs personnes me le disent. On est allé au Massif durant plusieurs années et maintenant, on a tourné le dos au Massif. On va du côté du Mont-Grand-Fond. On ne demande pas d'avoir des tarifs qui soient similaires, mais je crois qu'il y a quand même un bout de chemin qui peut être fait pour les gens de la région. Pour les groupes scolaires, je ne crois pas que s'il y a 25 jeunes de l'école primaire ou secondaire dans une journée en plein semaine du mois de janvier, je ne crois pas que ça va faire la différence en bout d'année, en fin d'année. C'est pas ce qu'on attend comme accessibilité au programme local, communautaire. Non, je crois que pour une montagne de cette envergure, pour une entité
de l'ampleur de Groupe Le Massif, il y a certainement un bout de chemin qui peut être fait encore dans cette direction-là. Et c'est toute la région en même temps qui s'est impliquée. Hein. Historiquement, il y a eu des campagnes de levée de fonds. Les gens s'impliquaient. Il y avait un sentiment d'appartenance très, très fort. Il y avait un haut sentiment d'appartenance. Les gens même montaient en autobus puisqu'il n'y avait pas encore de remontée mécanique, tout cela. Et de voir qu'aujourd'hui, même des grands bâtisseurs de l'époque qui voient que leurs petits-enfants ou leurs enfants ne sont plus capables d'aller au Massif, les gens nous disent que ça n'a aucun sens. C'est ça, il reste de moins en moins de gens de la région qui vont au Massif, outre ceux et celles qui s'impliquent comme guides, tout ça, et qui ont des avantages. Et là, on sait que ça va être discuté au prochain Conseil des maires. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible là, dans cette mécanique-là politique entre les entreprises, la MRC, tout ça? Y a-t-il vraiment quelque chose qu'on peut faire? On va en discuter. C'est clair qu'il va y avoir une discussion, mais comme je vous le dis, c'est une entreprise privée, donc il y a certaines limites à ce qu'on peut faire, mais je crois quand même que la population se lève et la population vous fait savoir qu'il y a un mécontentement et je suis convaincu quand même qu'il pourra, du moins je l'espère, avoir un dialogue là, avec la haute direction de Groupe Le Massif. D'accord. On change de sujet maintenant. Le Devoir qui a publié récemment un article dans lequel on pouvait lire que le projet des espaces bleus était au point mort. La dernière fois que vous êtes venu dans le studio ici, il n'était pas encore question de laisser tomber le projet à Baie-Saint-Paul, mais on n'était pas encore passé chez le notaire. La question qui tue, Monsieur le maire, est-ce qu'on est passé chez le notaire? On attend toujours de passer chez le notaire. Il y a eu quand même des sommes qui ont été déboursées là, par le gouvernement du Québec envers la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, une partie du montant de la vente? C'est ça. Mais on attend vraiment là, de passer sur le notaire pour que maintenant la partie qui va servir, du moins on l'espère, pour l'espace bleu, là, puisse là, devenir la propriété du gouvernement du Québec. Pour l'instant, c'est toujours Maison-Mère là, qui acquiert, dans le fond, de l'entretien, du chauffage, tout ça, de cette partie. On est encore responsable de ce on est encore responsable. Il y a eu des de ça, mais on est toujours en attente de passer chez le notaire. Et il y a une rencontre qui est prévue là, avec le ministre de la Culture, là, Mathieu Lacombe, là, en février prochain. Donc, on pourra là, avoir leur juste là, sur le projet d'Espace Bleu, puisqu'on est en attente, nous aussi. On n'a pas plus d'informations. On n'a pas plus de nouvelles. C'est assez hermétique là, au niveau des informations là-dessus. Y a-t-il un risque pour la municipalité? Est-ce que ça se pourrait que le gouvernement se retire et qu'on reste pris avec un bâtiment qui a été vidé aux frais en même temps? Bien, c'est une bonne question. Et comme je vous dis, il y a quand même de l'argent qui a été décaissé. Là. C'est sûr que tout ce qui est la partie technique, on était en discussion avec la Société québécoise des infrastructures. Ça va bon train à ce niveau-là. Mais pour tout ce qui est la question du projet, du contenu de l'Espace Bleu, ça, c'est vraiment avec le Musée de la civilisation et le ministère de la Culture et des Communications. Et ça, pour l'instant, c'est vrai, là, c'est silence radio, mais on espère avoir quand même là, des réponses prochainement. Si tel est le cas, évidemment, on aura à avoir des discussions avec le ministère, mais c'est clair que c'est quand même un endroit qui est prestigieux, on va le dire ainsi. Mais c'est un très beau bloc, il faut dire, hein? Plein de boiseries, il y a la grande salle, une petite chapelle aussi. C'est sûr qu'une chose est certaine, c'est que cet endroit ne restera pas vide, peu importe le projet qu'il y aura là. On a encore confiance que ce soit le projet d'Espace Bleu, mais advenant le cas où ce projet-là serait modifié, c'est clair qu'on a quand même d'autres cartons là, dans notre jeu. OK, d'accord. Vous avez d'autres cartes dans votre jeu, là. Maintenant, au niveau de la bibliothèque, qui fête d'ailleurs ses 25 ans cette année, récemment, vous avez augmenté là, le nombre d'heures d'ouverture. Il y a eu une belle réaction de la population par rapport à ça. Justement, il y avait eu des plaintes un peu avant, pas assez d'heures d'ouverture pour les familles ou en soirée. Mais ce qu'on se demande, en fait, c'est pourquoi est-ce que la bibliothèque tient autant sur des bénévoles? C'est quoi la décision derrière ça? Il n'y aurait pas moyen qu'il y ait plus d'employés rémunérés pour assurer une stabilité dans le service? Bien, il y a toujours différentes possibilités, mais c'est clair que le modèle sur une administration par des bénévoles, c'est le modèle qui est en place depuis le tout début, depuis 25 ans en fait, et c'est un modèle quand même qui marche bien. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est difficile d'avoir un modèle hybride. On l'a vu dans d'autres endroits. Des fois, il y a des bénévoles, il y a des employés, et là, bien, des fois, il y a des petites frictions. Bien là, moi, je ne suis pas payé, c'est à toi à faire ci, c'est à toi à faire cela. Et je pense que les bénévoles donnent un bon service. Des fois, c'est les gens, c'est de la façon aussi qu'on s'exprime puis qu'on le mentionne. Là, on a eu quand même des gens qui nous ont écrit, tout ça. On était quand même au fait. C'est des discussions qu'il y avait quand même depuis plusieurs années. Là, je me suis assis avec les équipes, là, avec Jean-François Ménard, qui est le conseiller responsable de la bibliothèque, et on a regardé qu'est-ce qui était possible. Et des fois, c'est pas de partir en peur. Je le mentionne, il y en a des fois, on va partir une pétition, on va aller au conseil municipal. On sort les gros moyens. C'est ça, on sort la grande artillerie lourde, alors qu'on peut seulement s'asseoir et dire est-ce qu'il y aurait des possibilités, tout
tout ça. Et nous, on s'assoit avec les équipes. Je pense qu'on est quand même un gouvernement de proximité. On est un conseil qui est quand même assez près de sa population. Oui. Et lorsqu'on a des gens qui nous arrivent avec des projets, bien, on s'assoit, on regarde si c'est réaliste et tout est possible. Mais souvent, les gens veulent avoir plusieurs services. Et lorsqu'on arrive en fin d'année, bien, et on se fait questionner, même dans les médias, l'augmentation du taux de taxe, tout ça. Il y a des répercussions tout le temps ailleurs. Là. Il y a des choix à faire. Et quand des fois, on compare avec d'autres municipalités, bien, c'est pas toutes les municipalités qui ont un aréna, c'est pas toutes les municipalités qui ont des activités à la Fête nationale, à la Fête du Canada, les camps de jour. Oui. Donc, il y a un choix à faire. Les gens veulent avoir beaucoup de services, mais c'est clair que nous, on a un arbitrage à faire. Il faut en donner quand même en culture, il faut en donner en loisirs, il faut déneiger nos routes, il faut s'assurer. Les gens nous appellent aussi à chaque année. « Ah, j'ai un nid de poule devant la maison, mon chemin est fini. » Il y a toujours quelque chose quelque part. C'est ça. Et on a un budget quand même là, de plusieurs millions. On essaie d'en donner en part égale. Et moi, je suis convaincu encore que le modèle sous les bénévoles, ça fait quand même pleinement son sens et les résultats sont là. La bibliothèque, elle a 25 ans et c'est pas croyable qu'on se dise que cet édifice-là a 25 ans. C'est très propre, c'est bien entretenu. C'est fréquemment utilisé par la communauté. Est-ce qu'on peut s'améliorer encore, bonifier les activités, l'animation? La réponse est oui. On va s'asseoir aussi, on va regarder qu'est-ce D'ailleurs, dans le communiqué, vous mentionniez qu'il y avait quelque chose pour cet été aussi, vous vous êtes penché là-dessus. C'est ça. Puis, tu sais, on le voit, c'est possible. Là, on a ajouté, la bibliothèque sera en opération là, dès la semaine prochaine, tous les matins de la semaine, sauf le lundi. Donc, c'est quand même une offre qui est bonifiée pour nos familles. En soirée aussi, c'est étiré un petit peu, ça oui, jusqu'à 18 h, certaines journées, tout cela. Le samedi matin aussi, donc il y a quand même des nouveautés. Et pour nos familles en tant que telles, ça va être quand même un plus. Des fois, les jeunes font la sieste en après-midi, donc le matin, de pouvoir aller à la bibliothèque. Et ce qu'on veut, c'est de bonifier la littératie chez nos jeunes. Donc, c'est quand même de très bonnes nouvelles. On était bien fiers de procéder à cette annonce. Oui, bien, on vous remercie en tout cas d'avoir été à l'écoute des citoyens là-dessus. Maintenant, au niveau du logement, on sait qu'il y avait un projet de coopérative. On a même entendu parler de peut-être un deuxième projet de coopérative. Il y a eu les mini-maisons qui ont été abordées, le quartier des Moissons où il y a les premières constructions là, qui sont en cours présentement. Qu'est-ce qui se prépare là, à court terme au niveau du logement à Baie-Saint-Paul? Bien, c'est clair que l'enjeu de se loger, hein, c'est une problématique. C'est un enjeu qui est bien présent à Baie-Saint-Paul et c'est présent là, sur tout le territoire québécois. Ce n'est pas exclusivement à Baie-Saint-Paul. On essaie de sortir des sentiers battus, d'arriver avec différentes solutions. On a déposé un programme à la Société d'habitation du Québec pour un organisme à but non lucratif, donc qui est les Habitations de la Lumière. Donc, on parle d'une quarantaine d'habitations, de logements abordables qui, on devrait recevoir des réponses très prochainement. Est-ce que c'est ça qui est sous forme de coopérative? C'est pas une coopérative. C'est vraiment là, un organisme à but non lucratif. Il y a des membres qui sont nommés par le conseil municipal. Il y en a d'autres qui sont nommés par l'organisme également. Et ça va être du logement abordable. Donc, une initiative municipale pour créer un OBNL à part. C'est ça. C'est vraiment cela. Et c'est pas du logement social. Il y a le logement social qui là, est sous la gouverne de l'Office municipal d'habitation. Il faut répondre à certains critères. À plusieurs critères. Et le revenu est quand même très modeste pour une personne là, qui veut s'y qualifier. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est pour du logement abordable. Donc, pour la classe moyenne, on parle d'une quarantaine d'habitations. On est quand même assez confiant. Il y a eu plusieurs représentations là, qui ont été faites là, auprès de la ministre de l'Habitation, auprès de la Société d'habitation du Québec. Et ça devrait voir le jour là, si on a la subvention là, quand même là, fin 2024, début 2025. Et en même temps, là, il y a un quartier de mini-maison auquel on travaille. Pour l'instant, on est à la planche à dessin avec notre service d'urbanisme dans le secteur là, de l'ancien hôpital de Baie-Saint-Paul, où la mini-maison... L'espèce de terrain vacant là, qui est là. C'est des terrains là, qui appartiennent à la ville de Baie-Saint-Paul. Et on est en train de regarder combien de mini-maisons on pourrait là, ériger sur le site. Par la suite, est-ce que ce sera des baux amphithéotiques? Est-ce que ce sera des ventes de terrain? Tout ça, la question du morcellement. On est tous en train de regarder cela, mais moi, la commande que j'ai donnée avec mon conseil, c'est qu'on veut qu'on arrive avec une vitesse là, rapide. Donc, la commande a été donnée à la fonction publique. Oui, parce que le besoin est immédiat. On ne veut pas ça dans 3 ans. On comprend là, les délais. Et ça s'additionne aux différentes actions qu'on a fait. On a limité le fameux BNB, l'Airbnb à Baie-Saint-Paul. On a quand même fait en sorte de venir là, augmenter, bonifier et de restreindre le cadre de ce niveau-là. On a autorisé les unités d'habitation accessoires sur le territoire. D'ailleurs, au dernier conseil, il y avait la première là, qui était officialisée. Donc, on essaie quand même de différentes façons. On travaille avec nos promoteurs privés. Il y a un 27 logements là, qui est en opération là, depuis le mois de novembre dernier. Est-ce que vous allez me dire que c'est abordable? C'est clair que c'est plus haut de gamme. Cependant, ça fait en sorte des fois que des gens vont libérer leur logement pour aller dans ce type d'habitation et ça vient faire en sorte de disponibiliser d'autres logements
vraiment là, à plus faible coût là, sur le territoire. Donc, il va y en avoir d'autres. Le développement des moissons, vous y avez fait référence. Il va y avoir quand même là, des logements qui vont se construire et qui devraient être disponibles pour le... C'est une exigence qu'il y en ait des abordables dans ce c'est clair qu'on veut que... c'est clair qu'il n'y a pas d'exigence en termes de tarification, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus disponible possible. Et en même temps, il y a des discussions aussi avec le gouvernement pour qu'on puisse avoir de l'abordable à ce niveau-là. On essaie là, quand même là, de regarder différents projets. Parfait. Pour terminer, on sait que les inondations ont retardé plusieurs beaux projets là, qui étaient sur la table. Allons-y en rafale un peu, là, où on en est avec la Maison René Richard et le fameux trampoline géant. La Maison René Richard, c'est clair que cette année, avec les inondations, là, ça a été là, relégué un petit peu aux oubliettes pour l'année 2023. On y travaille pour 2024. Il y a des carnets de santé qui ont été effectués. Il devrait y avoir réfection de la toiture également en 2024. Il y avait un comité qui avait été mis en place. Oui, il y avait un comité. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de rencontre, finalement. C'est ça. Il y a eu au début une première, tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment là, faire en sorte de relancer ce dossier-là en 2024. Réfection de la toiture, visite également du ministère de la Culture qui est prévue cette année. On va redonner de l'amour à ce site. Et si je reviens là, sur la question du trampoline, ça, c'est un beau projet qui a été proposé. J'avais reçu à l'Hôtel de Ville là, des jeunes de 6e année. On avait simulé un conseil municipal et le projet qui avait été adopté, c'était le trampoline. J'avais beaucoup apprécié ce projet-là. J'ai dit, on va lui faire son cheminement. Et c'est un projet qu'on a adopté, qu'on a mis au budget, qui a été acheté, qui est arrivé à la Ville. Et là, il est ici. Là, il est ici, il est à Baie-Saint-Paul. Cependant, avec les inondations, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de l'installer. Et le tout là, sera installé là, au printemps prochain. Et j'ai bien hâte d'être dans les premiers pour l'utiliser et l'essayer. On a hâte de voir ça aussi. Vous allez le voir. Merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Bonne journée. Ce n'est pas qu'à Baie-Saint-Paul que l'art rayonne dans la région. L'atelier Galerie Locatelli aux Éboulements nous ouvrait ses portes à l'occasion d'une exposition éphémère sur la thématique du jardinage. Voici notre reportage. L'exposition éphémère Jardin sauvage, jardin cultivé, présentée à l'atelier Galerie Locatelli aux Éboulements, est déjà terminée. Mais une rencontre avec l'instigatrice du projet, Vanessa Locatelli, nous permet de mieux comprendre les rouages d'un projet comme celui-ci. On a voulu faire une exposition sur la thématique des jardins, des jardins construits ou des jardins sauvages. Donc, on a rassemblé plusieurs artistes qui avaient cette thématique-là à cœur. Les autres artistes qui participent à cette exposition se sont chacun approprié le thème à leur façon et selon leur propre démarche. Antoine Desjardins, auteur et photographe, Pauline Reffleur et Yanis Nouroy, documentariste et agronome, Sébastien Lafleur, Karine et Vanessa Locatelli, aux techniques d'art visuel variées. Mon projet, c'est de la peinture, mais j'ai beaucoup réfléchi au niveau du processus. Donc, en tant qu'artiste, comment que le jardinage influence ma pratique. Ça, c'était beaucoup le sujet de... Le cœur du, exactement. Du projet. Puis, ça s'est transformé. En fait, j'ai fait beaucoup de petites pochades à l'huile, beaucoup de petites peintures à l'huile. Fait que ça, je présente ça dans un contexte plus exploratoire. Là. La démarche artistique derrière l'œuvre est l'élément clé qui donne toute la dimension et la raison d'être à l'exposition thématique. C'est d'ailleurs un élément crucial pour l'obtention d'aides financières comme celle offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour ce projet. En fait, c'est un projet vraiment qui s'échelonne sur plusieurs mois. Puis dans le fond, avec le cadre, pour cette bourse-là en particulier, il fallait qu'on fasse des collaborations. Donc, on a travaillé avec La Flore Enchantée, dans le fond, Sonia Maurice, qui faisait des ateliers de cueillette, interprétation dans la forêt. On a travaillé aussi avec quelqu'un qui faisait un atelier de vannerie. Dans le fond, on a tressé de l'osier, on a appris sur la plante, sur tout le processus. Donc, c'est ça, c'était un projet qui voulait... c'était pas juste au niveau des arts visuels, mais c'était vraiment au niveau du jardinage global, si on veut. Là. Même en vannerie, en fait, en sculpture, on peut faire de la vannerie, mais on voulait faire le lien entre les artistes puis le métier. Oui, c'est ça, exactement. Cette exposition est aussi une occasion de diffuser l'art local dans une échelle de proximité avec la population des Éboulements. En fait, aux Éboulements, puis moi, je fais partie aussi de Saint-Irénée, donc je vais l'inclure. Là. Mais je pense que, surtout avec la galerie à Karine, qui est ma sœur, Karine Locatelli, ça l'emmène un petit peu l'art visuel en dehors de Baie-Saint-Paul, qui est plus traditionnellement lié à ça.
Puis c'est ça, ça fait bouger le monde. Surtout en janvier, c'est intéressant de faire bouger le monde, puis faire sortir les gens de leur maison. Puis je pense qu'aux éboulements, c'est ça, il n'y a pas de galerie en tant que telle. Il y a la bibliothèque qui présente des expositions. Mais c'est ça, c'est le fun de pouvoir offrir ça aux gens plus dans l'Est. La communauté locale, elle participe bien aux événements? Oui, c'est ça, c'est ça. L'année passée, on a fait une exposition ici même, puis c'était que des artistes vraiment des éboulements. Fait que c'était le fun, justement, de créer des micro-communautés, là, parce que Charlevoix, on a tendance à, tu sais, même si c'est un grand territoire, on se rejoint tous, mais là, c'est ça, c'était à l'intérieur des éboulements, puis je trouvais ça intéressant aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. L'exposition se tenait les 20 et 21 janvier seulement, mais soyez assurés que les artistes locaux en ont encore beaucoup à vous présenter pour les années à venir. Le cabaret festif de la Relève débute ses soirées de qualification ce samedi 27 janvier. Anne-Marie Dufour, la directrice, nous en donne un aperçu. Le cabaret festif de la Relève est de retour à Baie-Saint-Paul pour une 13e édition qui se déroulera les 27 janvier, 17 février et 9 mars prochains au cabaret de la Maison Otis. La grande finale du 30 mars demeure à la salle multi du Germain-Charlevoix. On a décidé de ne pas changer la formule gagnante, donc toujours 3 soirées de qualification, une finale, 12 candidats, candidates qui vont tenter donc d'accéder à la finale et de remporter les nombreux prix. Quelques nouveautés sont tout de même apportées à cette édition au niveau des partenaires et des prix remis aux artistes. Évidemment que plus les années passent, plus on est un petit peu plus connu dans le milieu de la diffusion surtout. Donc, nos nouveaux partenariats, c'est souvent ça. C'est des festivals d'ailleurs au Québec ou des salles de spectacle qu'on essaye soit d'aller chercher ou qui nous contactent pour offrir un prix parce qu'ils savent que les artistes qui sortent du cabaret festif sont souvent quand même de haut calibre puis ils les veulent d'emblée dans leur programmation. Fait que cette année, on a quelques petites nouveautés. Donc, les artistes vont pouvoir en bénéficier. Parmi les nouveaux partenaires, on peut entre autres compter le Festival Bleu-Bleu de Carleton-sur-Mer et le bistrot La Chasse-Peinte de L'Anse-Saint-Jean. Une petite nouveauté là, qui est par rapport aux finalistes. On va offrir non seulement des prix à la personne qui gagne le prix du jury et le prix du public, mais on va offrir un espèce de petit package aux 4 finalistes. Donc, ça va être un abonnement au FOCOF, donc pour des rencontres pro, des conférences tout au long de l'année et du temps de formation en droit d'auteur, gestion des droits d'auteur. Donc, ça, c'est vraiment des sujets. En fait, on a tâté un peu le terrain auprès des artistes. De quoi vous avez besoin, tu sais, pour démarrer une carrière comme ça? C'est souvent ça qui nous disait des outils pour comprendre c'est quoi la gestion des droits d'auteur, puis se faire des contacts. Donc, on a essayé de leur offrir ça, puis on va le donner vraiment à tous les finalistes, aux 4 projets finalistes. Si quelques noms vous sonnent déjà une cloche, c'est que les artistes sélectionnés sont bien sûr en début de carrière, mais non pas sans expérience dans l'écosystème musical québécois. Ils ont quand même quelques pas de fait parce qu'on veut vraiment des artistes qui ont confirmé ou qui sont en train de confirmer qu'ils veulent faire ça dans la vie. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu d'expérience pour confirmer ça. Puis, on veut des artistes qui ont de l'expérience sur scène. Donc, des artistes, justement, qui ont quelques spectacles à leur actif et qui veulent découvrir des nouveaux publics. Donc, c'est sûr que si tu as joué seulement dans ta chambre, c'est bien, puis il faut continuer, mais il y a un petit pas à faire de plus là, pour être sélectionné d'habitude. Encore une fois, les inscriptions ont été nombreuses et par conséquent, la sélection difficile à faire. Avant la pandémie, dans les inscriptions, on voyait vraiment des vagues de style, justement. Il y a eu une grosse vague folk au début. Après ça, il y a eu beaucoup de pop, beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de ça. Après ça, le hip-hop est arrivé, le rap. Puis là, cette année, c'est juste un melting pot de tout ça, puis ça paraît vraiment dans la cohorte qui a été choisie cette année. Il y a absolument de tout. Il y en a du rap, il y a du folk, il y a de la pop, il y a du rock, il y a du garage, il y a du psychédélique. Des mesures comme l'abolition des frais d'inscription et la rémunération des artistes qui ont été mises en place depuis quelques années font aussi beaucoup parler dans le milieu et inspirent tranquillement d'autres concours au festival qui offrent maintenant des avantages semblables. Je ne sais pas si on a rapport là-dedans, mais je pense, j'espère, en fait, si ça a pu juste ouvrir des portes puis donner des meilleures conditions aux artistes, c'est ça qu'on veut. Les billets pour les différentes soirées du cabaret sont disponibles sur lepointdevente.com. Notez que la passe Curieux, qui donne accès à la totalité des soirées à prix avantageux, affiche déjà complet. Pour terminer cette édition des actualités, nous vous laissons sur la musique de l'artiste charlevoisienne Forêt Marine, qui vient tout juste de sortir son premier extrait.
Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Oui, je te le souhaite un jour de compter les